Bonjour. On voulait d'abord vous introduire un petit peu notre feuille de route. Évidemment, on fait partie de la feuille de route comme donneur d'ouvrage public. Et on voulait vous faire part un petit peu de notre déploiement à l'interne à la Ville de Montréal. Alors voici, ça c'est nos objectifs et nos cibles. On a un projet à réaliser d'ici la fin de ce cycle. Et on a 2 projets d'une longueur de 1 à 2 km. Là. On a, nous, un volet bâtiment et un volet infrastructure civile. Donc, on est en cours de les réaliser. Nos objectifs ne sont peut-être pas très énormes présentement, mais vous allez comprendre la complexité après dans notre présentation et le pourquoi aussi, là, on voulait établir des bonnes bases et des objectifs dans l'ensemble des directions, là, puis une transversalité en premier avant de déployer. Et ça s'en vient, là, on va augmenter évidemment dans les prochaines années. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, veux-tu... Oui, je peux, au niveau là, donc, de notre échéancier, vous voyez un aperçu des différents jalons, donc, avec quelques activités, actions surlignées. Donc, par exemple, les projets PCI, qui sera le sujet aujourd'hui, une partie de notre conférence depuis 2009. La participation, évidemment, à la feuille de route gouvernementale. Également, la visite à la ville de Québec chez nos collègues Alexandre et Pierrick, le 15 octobre dernier. Puis, donc, en ce moment-là, vous voyez T4, on est au 15 novembre, T4. Donc, réaliser un plan d'affaires BIM, c'est ce dont parlait Myriam. La complexité à ce niveau-là, quand même, au niveau de la ville, là. Avec nos consultants BIM1 et MacoGEP. Puis c'est ça, on arrive à 2025 et au démarrage de projets pilotes BIM. Donc on est en train de mettre en place un peu nos exigences techniques, documentaires, PGB, grille LOD, etc. Et également à souligner une participation prochaine au Midi-Conférence le 12 décembre 2024. Puis s'en viendront différents jalons, l'arrimage bâtiment, BIM rue, une équipe BIM élargie, on espère, puisqu'on est tous les deux. Mais voilà, ça va prendre un peu plus de monde. Puis c'est ça, comme on a pu le voir sur d'autres donneurs d'ouvrage publics, la réalisation de la majorité de nos projets en BIM, on l'espère. Et voilà, en fait, ça c'est vraiment le plan d'affaires. On était vraiment en grand démarrage BIM qu'on appelle cet automne. On a notre 3e atelier la semaine prochaine, mais l'idée, c'est de faire un plan d'affaires BIM qui réunit beaucoup de parties prenantes à l'intérieur de la ville et qui vont déployer, qui en ont réuni plus qu'on pensait aussi. Donc, c'est la première fois là, qu'on voyait autant de services se réunir ensemble et parler d'un objectif commun aussi large que ça. Ça s'est réalisé en ce qu'on appelle le PCI. Là, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Processus de conception intégré. On est en train notre collègue Joël va nous en parler un petit peu plus en profondeur, mais l'idée, dans le PCI, quand on parle de PCI, on parle surtout de collaboration. Et ces ateliers-là étaient pour commencer à développer des synergies entre chacune des directions impliquées dans le déploiement du BIM. Donc, en fait, on est accompagné en fait par BIM1 dans ce plan d'affaires-là. Évidemment, c'est pour assurer un alignement de la haute direction parce que même si ça se démarre et on a plein de petites initiatives, comme vous allez pouvoir le voir dans chacune des directions, on veut pouvoir débarrer les portes quand on va vouloir déployer à plus grande échelle. Alors, ça fait un petit peu le lien avec notre thématique sur la collaboration. Et j'inviterai nos panélistes. Donc, je vous présente Mathieu Masquelier-Dubois, conseiller en aménagement division des projets urbains, qui va nous parler en fait de l'écoquartier Louvain, on voit ici la localisation du projet qui est assez complexe, qui comprend beaucoup de parties prenantes, autant internes qu'externes. Comme on le voit, on a des emprises Hydro-Québec, Canadien National, on a des servitudes. Donc, je laisse la parole à Mathieu, qui va nous parler de... T'as-tu un... Merci Myriam. Alors oui, je fais partie de la division des projets urbains. On met en œuvre des projets qui ont été planifiés pendant entre 5 à 10 ans, planification, et on exécute ce projet actuellement. Le projet, c'est le plus petit de nos projets urbains qui fait 8 hectares
peux passer à la diapositive suivante Oui. pour la description du projet. Donc on parle pas nécessairement en millions, mais je vois que tout le monde parle de millions, donc on va dire l'aménagement du domaine public estimé à 85 millions, ça exclut les logements. Mais l'objectif principal de ce quartier, c'est un écoquartier, donc avec une grande performance environnementale au niveau de l'enveloppe des bâtiments. 1000 logements, un pôle éducatif, donc une école dans le lot D que vous voyez là, un centre communautaire, une noue de rétention, biorétention, qui veut garder 100% des eaux de ruissellement des grandes pluies jusqu'à 100 ans. On a une place publique, une nouvelle rue avec toutes ces infrastructures enfouies et un parc boisé qu'on vise à étendre. La friche actuelle a permis de déployer certains arbres qu'on vise maintenir et en planter d'autres, évidemment. 500 arbres, si je me souviens bien. Et un réseau thermique, géothermique, basé sur les puits à colonnes permanentes PCP. Un diagramme qui en fait que la partie visible de l'iceberg, mais l'écoquartier Louvain-Est, c'est le premier projet qui a été déployé à la ville de Montréal avec un cadre de gouvernance en bureau de projet partagé. Donc la communauté, l'écoquartier Louvain, on le mentionne souvent, c'est un projet pour et par la communauté locale, donc qui répond à des besoins criants de logement, d'abordabilité. L'écoquartier Louvain, c'est 100% de logements abordables de manière pérenne, donc pas uniquement les premières unités acquises. Le bureau de projet partagé fait partie intégrante de la conception de la planification. Plusieurs rencontres, je dirais 3 à 4 rencontres annuelles. On parle de cela depuis 2016. Donc ça permet d'avoir une transversalité de chacune des actions et une pérennité des décisions. Éviter les allers-retours. Étant dans une division qui met en œuvre des projets urbains échelonnés de 15 à 35 ans de période de réalisation, on se devait de se définir des outils de documentation de chacun de nos lots de chantier pour s'assurer qu'ils répondent à des enjeux identifiés dans les plans, les grands plans d'action de la ville de Montréal, le plan Montréal durable, le plan climat et qu'on voit ici à l'écran. Donc on a mis en place une démarche multidisciplinaire avec un tableau de suivi, un tableau de bord, qui nous permet de documenter, monitorer jusqu'à 70 indicateurs de suivi. Donc dans quelle proportion tel lot de travaux qui fait partie d'un grand projet urbain contribue à répondre aux cibles et enjeux identifiés par la ville de Montréal, par la direction générale. Un vaste projet d'établir un indicateur de suivi qui soit fiable, qui soit automatisé idéalement, considérant les grandes rotations de personnel à la ville de Montréal, les enjeux de pérennisation des services, les restructurations. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait avoir un outil fiable et automatisé. Les calculs à la mitaine sur des plans tels que construits sont peu efficients. D'où notre partenariat qui a été mis en place il y a quelques années déjà avec la division de la géomatique. Exactement. Donc, je passe la parole à Simon Vidal, qui est du service des infrastructures du réseau routier. Il est de l'équipe des leviers spécialisés. Et évidemment, oui, il y a une collaboration déjà qui s'est créée là, entre les deux services à ce niveau-là. Je laisse Simon en parler. Oui. En fait, c'est notre 3e projet qu'on fait ensemble. Puis, tu sais, le rôle, moi, je suis arpenteur géomètre. Fait que dans mon équipe, le rôle, là, on fait beaucoup, là, on travaille sur les actifs urbains. On entend beaucoup parler de bâtiments. Mais nous, on est dans les actifs urbains. On a plusieurs clients au sein de la ville de Montréal, beaucoup de clients, dont je vais commencer par les architectes, parce que je suis entouré d'architectes, je vais dire les plus importants ici, mais des ingénieurs, des avocats, des notaires, etc. Là. Fait qu'on a toutes sortes de clients à la ville. Nous, on aime ça appeler le BIM-rue, parce que dans le fond, il y a un contexte à nos projets. C'est pas un projet qui commence de nulle part, là, je peux le dire entre parenthèses. Il y a déjà un contexte souvent dans nos projets. Là. Fait que dans l'exemple, ben, on met toutes sortes. Tu sais, pour nous, les bâtiments, ben, c'est un actif parmi tant d'autres. Puis notre travail, ben, c'est de les mettre en contexte un par rapport à l'autre. Là. Fait que sur l'image, tu sais, on a les bâtiments, mais la topographie aussi. Les infrastructures vertes, qu'on appelle les grises infrastructures vertes,
mais c'est la végétation. Grise, c'est chaussée béton. Puis le morcellement foncier, là, les limites cadastrales, qui ont un impact sur les projets, hein, pour les zones à construire, etc. Puis le domaine peut-être qui est moins visible, mais qui est tout aussi omniprésent, là, surtout particulièrement à la ville de Montréal, là. Nos réseaux souterrains qui font les manchettes des fois. Là. Fait que, on travaille beaucoup à faire de la représentation dans le cadre de nos projets. Puis ça a été ce matin évoqué un peu beaucoup les données 3D, les compilations de données. Nous, on produit, nous, des données pour nos clients, puis on essaie de produire les meilleurs jeux de données possibles pour nos clients là, quand ils sont en projet. Puis dans cette démarche-là, dans notre historique d'arpenteur géomètre, on a toujours l'habitude de les mettre sur nos plans, là, les fameux plans Minuté qu'on produit, des informations inhérentes au projet qu'on réalise. Fait que, puis ça, on le croit. Là. On parlait tout à l'heure de données centralisées, mais comment qu'on fait pour s'y retrouver hein, dans toutes ces informations-là qui sont recoupées à même une plateforme? Nous, on le croit à cette démarche-là, d'indiquer les propriétaires, d'où la donnée elle vient, dans quel contexte elle a été produite, la date, etc. Là. Fait que c'est des enjeux qui sont importants pour nous. Puis, dans nos projets, actuellement, on a comme 2 livrables. On a un livrable 3D là, dans lequel on met nos maquettes. Puis on continue quand même d'avoir nos plans Minuté 2D. Parce que il y a de l'information qui sont quand même souscrits dans ces plans-là. Puis on veut garder cette information. Fait qu'un complète l'autre, autrement dit. Fait que là, qu'est-ce qu'on a à l'écran? C'est dans le fond notre maquette qu'on a faite pour l'éco-quartier Louvain. Dans le fond, dans le cadre, puis tu sais, à force de faire des partenariats avec nos collaborateurs à la ville, on tend là, à augmenter le niveau d'analyse. Fait que nous, à la géomatique, on fait des analyses spatiales pour voir la qualité, on fait des contrôles, mais on fait des analyses aussi, on a des outils qui nous permettent de faire des contrôles 3D sur la donnée. Calculer, voir des quantités, des surfaces, etc. Puis Mathieu il a parlé du plan climat. Nous, en ce sens-là, là, on est en appui dans sa démarche, dans ses projets, pour pouvoir faire des analyses supplémentaires à partir des jeux de données qu'on a. Fait que, on a des exemples, là, les îlots de chaleur. C'est toutes des choses qui font l'actualité, hein, les changements climatiques, etc. Fait que, on a les outils, nous, qui nous permettent de le faire, puis on accompagne l'équipe de Mathieu pour compléter l'information. Et parfois, les équipes aussi du SGPI qui sont dans les SGPI, Service de la gestion des projets et des immeubles aussi. Oui, c'est la ville au complet, autrement dit. Oui. Donc, oui, le dernier schéma, finalement. Ça, c'est une question qui avait été demandée, je ne sais pas si tu te rappelles, là, Myriam, l'année passée. Là. Comment les données à la ville, là, la pérennité, comment que le cycle il est constitué, là. Mais pour l'instant, il y a 2 types de données qui existent. Là. Les données d'inventaire, qu'on a, en tout cas, je les ai regroupées en SIG, puis les données projets qui sont en BIM. Mais un va nourrir l'autre. Il y a 2 cycles qui vont se nourrir entre eux. Puis dans le fond, là, on travaille à automatiser les opérations pour permettre de simplifier l'intégration des données d'un vers l'autre. Fait que dans un exemple de projet, pour quand on commence à faire la planification pour des projets, on va travailler avec les données qu'on a. Là. Émile Dobroscou, il parle des données là, telles qu'exploitées, les meilleures données disponibles. On va les mettre en valeur, ces données-là, pour les phases de planification. Après ça, en conception, on fait les relevés. Par la suite, il y a la réalisation du projet. Puis finalement, le tel que construit ou le plan final, ces données-là, on doit les récupérer, puis ils vont servir pour la phase de gestion, puis la phase après ça, d'inventaire. Fait que c'est 2 boucles qui vont se connecter ensemble.
Fait que c'est pas mal tout pour... Merci. Je passe la parole justement au bâtiment avec M. Joël Courchaine, qui est de la division de transition écologique au service de la gestion des planifications des immeubles. Il est le responsable, entre autres, en fait, il est dans à peu près tous les projets qui se déroulent en PCI, en processus de conception intégrée. Donc, il voit l'évolution aussi qu'il a, qui s'est faite à la Ville. Donc, je le laisse parler de ça. Donc, oui, principalement, la Ville de Montréal fait quand même ce processus-là de conception intégrée de façon régulière sur plusieurs projets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant même cette année, il n'y avait pas de lieu à la Ville de Montréal qui pouvait tenir ces ateliers-là parce qu'on se retrouvait facilement 30, 40, 50 et on avait des locaux qui tenaient 20 personnes. Fait qu'on a maintenant une salle dédiée à toutes nos activités BIM et PCI. On voit un peu l'image là, sur la gauche, qui nous permettent de faire ces activités puis de ne pas être limité dans le nombre de participants. C'est juste nous qui voulons définir combien, quel département, quel consultant externe. Et puis vous avez un exemple ici d'un projet qui se fait présentement en BIM, qui est le Bain Saint-Michel, un projet qui a un vécu particulier, on va le dire, on n'ira pas plus loin là-dessus, mais qui nous permet de l'avoir fait en Revit avec une compréhension d'un bâtiment existant qui a été en partie rénové et qui va être finalisé présentement. Donc, il y avait un paquet de composantes qui devaient être comprises des nouveaux consultants pour finaliser le travail. Et c'est le BIM qui nous a vraiment aidé, qui a aidé les consultants suivants à comprendre où on était rendu et qu'est-ce qui restait à faire. Donc, pour nous, le BIM et la conception intégrée, c'est un travail de collaboration. On parlait d'adhésion. Bien, pour adhérer à un projet, il faut se parler ensemble, il faut échanger de façon active. Et ce processus de conception intégrée-là, bien, ça permet ça. Ça permet d'être dans un local ensemble et ne pas être en Zoom ou en Team et d'être gros comme ça sur l'écran et de voir vraiment l'interaction entre les participants pour mieux comprendre l'autre, pour mieux faire des projets. Si on passe à l'autre diapo. Oui, j'ajouterais peut-être parce qu'on voit sur la photo Ricardo Leoto qui n'a pas pu se présenter aujourd'hui, mais qui est aussi un spécialiste du PCI. Et grâce à lui, dans ce projet-là, on a augmenté les exigences en collaboration parce que ça avait comme, tu sais, ça fait longtemps qu'on en fait à la Ville du PCI, en 2009 qu'on peut trouver les premières traces, mais avec le temps, on dirait que les exigences c'est un petit peu assoupli, disons. Puis Ricardo, quand il est arrivé dans ses projets, il a vraiment, on est allé chercher avec l'aide de la SQI les exigences, puis on a vraiment remis sur la table la collaboration à un autre niveau. Oui. Donc, voilà. Oui, c'est un fait. On a ici des exemples là, de processus de conception intégrée qui ont été faits avec le stade de soccer qui est un concours. Des résultats intéressants, des résultats optimaux, peut-être moins. Et ça m'amène à toujours expliquer le processus de conception intégrée. Sur un contrat, on est surtout dans des concours et il faut comprendre que dans le processus ville, un concours est fait. En fait, on travaillait avec l'Ordre des architectes au début. Là, on a abandonné le processus avec l'Ordre. On fait presque identique, mais sous notre tutelle. Et quand on fait un concours, vous comprendrez que les proposants doivent amener un concept à 80%. Et donc, sont jugés sur un concept à 80%. Et nous, on essaie de rattraper ce projet-là qui sera le lauréat, mais il nous reste seulement que 20% du travail à faire. Donc, notre processus même de conception intégrée est très limité dans un processus de concours. En plus, on a le processus qui est public, donc on a un jury et on a des équipes techniques qui font des analyses avant que le jury se présente devant les lauréats.
les proposants, il y en aura un qui sera un lauréat. Et il y a souvent une problématique au niveau de énormément d'informations, d'analyse sur plusieurs spécialistes en ingénierie, en électrique, en architecture, en fonctionnalité, en tout ce que vous voudrez. Et le jury, les juges, ont accès à ces infos, mais souvent n'ont pas le temps ou ne se fient plus à la présentation. Et je dois avouer que dans les concours sur lesquels j'ai, j'étais pour dire subi, mais je ne le dirai pas, ce processus-là, je trouve qu'on a souvent, parce qu'on est dans un concours, on est à 80%, la fonctionnalité que nous, on recherche, parce qu'on va opérer ce projet-là, on va le vivre, ce projet-là, avec nos employés, col bleu et tout, c'est pas optimal. Et on n'a peut-être justement pas assez de temps pour optimiser ces aspects-là. Donc, ça, c'est pour les concours. Pour les projets réguliers, là, j'avais proposé des trucs, mais on fera fi de... C'est ma vision personnelle. Mais pour les projets, on choisit nos professionnels, et on l'a dit une fois, donc je vais le répéter, le plus bas soumissionnaire, séparément. En partant, la chimie de l'équipe est peut-être là, est peut-être pas là. Et on choisit pas l'équipe de conception, on choisit des professionnels qui ont, eux, décidé d'aller au plus bas prix pour prendre le contrat. Et pour moi, c'est probablement... C'est très personnel, hein? Le plus bas soumissionnaire, c'est pas une bonne idée. Voilà, je l'ai dit. Guy ne semble pas être d'accord. Donc, en fait, avant, je me demandais s'il y avait déjà des questions du public. Est-ce qu'il y en a qui voudraient déjà se lancer, non? Bon, bien, préparez-vous, la prochaine fois, ça va être à votre tour. En fait, je mets la table pour la première question à nos collaborateurs. Là, vous voyez, on fait juste démontrer un petit peu ici la complexité de la Ville de Montréal. En haut, c'est l'organigramme général de la ville. Le carré en rouge qu'on peut voir ici, c'est la partie où est-ce qu'on se retrouve, nous 5. En vert, c'est les services qui vont devoir nous aider dans le déploiement du BIM. Chacun de ces petites cases noires ici a son propre organigramme ici, donc en bas. Puis là, il y en a qui manquent dans le déploiement du BIM, il y en a qui ne sont pas là encore. On a le service de l'eau, le service des grands projets et peut-être d'autres. Donc, juste pour vous montrer, ça, c'est le central. Parce qu'ici, à gauche, chaque arrondissement a son organigramme. Donc, vous comprenez la complexité puis l'importance d'établir la collaboration à la Ville de Montréal. On a beaucoup de transversalité à faire. Puis là, juste déjà, nous, on est quand même un bon exemple. Là, on vous a montré les cases rouges, où est-ce qu'on se trouve tout le monde. Donc, il a fallu faire des liens entre tout ça pour être ici, puis faire des projets, puis déployer le BIM. Dans la photo qu'on a vue tantôt, c'est d'autres mondes parmi. On a essayé d'aller chercher du monde le plus possible dans chacune des branches. Donc, voilà le défi auquel on fait face. Puis, ça m'amène à la question que je vais poser à nos collaborateurs. Donc, à travers cette complexité-là, dans vos rôles respectifs, comment est-ce que le BIM et la collaboration là, sont liés dans vos projets? Je passerai peut-être la parole à Mathieu, tiens. Oui, merci Myriam. Donc, la division des projets urbains, les grands projets urbains de la Ville de Montréal, j'oserais pas documenter avec combien de professionnels je travaille, là, mais c'est quasiment une mini-ville à chaque fois. Donc on a tous les services qui sont impliqués, le service de l'eau, de l'environnement, division du patrimoine, l'archéologie, le SGPI pour les bâtiments. Donc on implante l'intégralité quasiment de toutes les expertises de la Ville de Montréal dans nos projets. Ce qui fait que c'est un nombre incommensurable de partenariats à développer, à entretenir, des nouveaux venus, etc. J'en ai déjà parlé. Donc, pour le projet Louvain en particulier, on a été chanceux. Il y a un seul arrondissement, hein, le MIL Montréal, l'extension de l'Université de Montréal. C'est 4 arrondissements dans le même secteur d'intervention.
qui ont chaque arrondissement a des processus ils ont beaucoup d'autonomie, des processus assez internes. Donc la collaboration est essentielle dès la phase de la planification, recueillir les besoins des usagers. Donc on travaille principalement pour les citoyens et les citoyennes. C'est des usagers qui défendent des idées, qui défendent des besoins. Et puis par la suite, on est confronté à des changements de budget, des phasages dans le temps qui sont des fois sur plusieurs décennies. Donc la collaboration transversale est essentielle, permet d'avoir des limitations d'aller-retour, des limitations de changement d'idées, de changement de paradigme, en justifiant bien les choses, en ayant les expertises de chacun dès la planification, dès le début et à chacune des étapes. Ça permet de convaincre plus facilement, tout simplement. La plupart des projets urbains qu'on met en œuvre sont des projets qui ont des hautes cibles à atteindre, donc de l'innovation en termes de conception, de l'innovation en termes d'ingénierie, autoriser des changements de devis techniques normalisés, des prescriptions normalisées. Ça ne se fait pas facilement. Donc le BIM, comme on le voit dans la collaboration entre personnes principalement, l'humain a été présent beaucoup dans les précédents panels et précédentes discussions. L'humain est au cœur de chacune de nos réalisations, puis entretenir ces collaborations, ces saines collaborations-là sont essentielles. Une chose assez simple, basique, qui a révolutionné la ville de Montréal, selon moi, c'est la migration vers l'ancienne plateforme Google, le partage d'informations dans le cloud. Maintenant, on est sur Teams, Microsoft, mais on n'est pas à un changement près. Mais le principe, c'est qu'on puisse collaborer autrement que en s'envoyant des fichiers Word. Ça a été quelque chose d'assez spectaculaire. Et je suis certain, c'est pas documenté nulle part, mais je suis certain que ça a permis de diminuer les coûts dans beaucoup de nos projets. C'est bon, merci. Peut-être, Simon, en fait, vous générez de la donnée là-dedans, dans tous ces projets-là, puis vous jouez un peu un rôle pivot dans l'ensemble des projets. Oui, en fait, c'est ça, on a un double rôle. Hein. Nous, on génère de la donnée, mais on a aussi des responsabilités là, au niveau des infrastructures. Il faut documenter les nouvelles constructions. On a des standards. Là, les gens qui interviennent dans des projets doivent quand même nous faire des livrables. Il y a des normes, là, des TNI 12A et compagnie, là, des normes techniques, des spécifications techniques pour les gens. Là, quand il y a des travaux d'infrastructure, ils doivent nous fournir la donnée. Puis on s'occupe du domaine public, là, toutes les propriétés de la Ville de Montréal, les terrains, les parcs, etc. Là, fait qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Puis on a vu la structure de la ville est assez complexe également. Mais je retiens des termes qui ont été prononcés aujourd'hui, là, la centralisation de données, des processus, puis l'être humain. Bien, tout ça, ça doit être combiné ensemble pour essayer de simplifier les choses, puis d'essayer là, les données qui soient disponibles pour les intervenants, pour les projets, mais également, nous, pour la Ville de Montréal, fait qu'au bénéfice des deux. Là. Trouver la bonne donnée au bon moment et qu'elle soit fiable. Oui, exactement. Je passerai la parole peut-être à Joël. Les PCI, évidemment, aident beaucoup à la collaboration, c'est sûr. Mais est-ce que c'est un gage de collaboration, le PCI? C'est ça qui est un peu le processus en soi est logique. On fait un projet ensemble, donc on doit être ensemble pour développer, pour conceptualiser, pour amener le plus possible, puis je dis tout le temps, avec les budgets qu'on a et le temps qu'on a, parce qu'on ne fera pas que des projets parfaits. On est limité par les budgets, on est limité par le temps. Donc, il faut optimiser l'activité. Je vous en ai parlé tantôt, dans le cas d'un concours, la possibilité est très minime. Dans le cas de projet, présentement, ce qu'on travaille, c'est de développer nos programmes fonctionnels et techniques en conception intégrée, donc avec l'arrondissement qui va recevoir le projet, avec des consultants externes qu'on engage pour faire la rédaction et avec tous ceux qui vont travailler, opérer le bâtiment. Et c'est là, je crois, qu'est la plus grande plus-value, c'est que toutes ces informations-là pourraient et devraient être intégrées dans le système BIM pour nourrir la machine, que j'appelle, et avoir un projet plus performant. Dans le processus lui-même, puis
moi, j'appelle toujours ça des ateliers de travail. On ne fait pas nécessairement de la conception, on fait de l'optimisation de concept, on fait des travaux pour améliorer la cause, comme on dit. Donc, des fois, ça va fonctionner, d'autres fois, ça ne fonctionnera pas. Je ne le dirai pas 2 fois, mais 3. Le plus bas soumissionnaire n'est pas toujours celui qui veut en faire le plus. Donc, ça peut fonctionner et ça peut ne pas fonctionner. On s'entend là-dessus. Bien, je trouve qu'un bon exemple que tu as nommé tantôt, c'est le stade de soccer, en fait, dans le sens où c'était un concours. Oui. Puis, il a été très primé, hein? Il y a beaucoup de prix, puis c'était beau. Mais quand on parle d'exploitation, là, on a des problèmes avec l'exploitation. Présentement, puis on n'ira pas... C'est un très beau stade de soccer et les gens sont très heureux de jouer au soccer là-dedans. Mais au niveau opérationnel, il n'y a pas eu d'intervention de l'équipe qui était pour opérer le projet. Et donc, on se retrouve avec des situations où il y a des cols bleus qui n'ont pas accès à certains équipements parce qu'ils ont été positionnés dans des lieux qui ne donnent pas vraiment accès. L'équipement pouvait rentrer, mais pour faire l'entretien, on doit ouvrir une porte. La porte n'ouvre pas. Donc, on enlève la porte et on la repose après. Donc, c'est là que la conception intégrée, c'est une chose, mais le travail d'équipe, la consultation avec les opérateurs, qui, eux, savent qu'est-ce qu'ils ont besoin comme espace, parce que le stade de soccer, c'est probablement notre plus beau succès architectural et autres. Ça a fait les magazines, Saucier Perrotte, heureux comme des papes. Le résultat est quand même, on a de la difficulté à l'opérer, mais on l'opère pareil. Oui. Et tout le monde est heureux. Tout à fait. Puis, en fait, j'ai été aussi responsable de l'accessibilité universelle temporairement. Puis, ça aussi, oui. C'est un autre point. Il y a beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers. Les familles ne peuvent pas accéder avec leurs poussettes, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'enjeux d'exploitation qui n'ont pas été traités. Puis, dans le fond, l'idée de les inclure plus en amont va augmenter finalement notre qualité. Je passerai peut-être la parole, il nous reste 5 minutes, peut-être à Benoît, pour les applications dans le BIM de cette collaboration-là, plus précisément. Oui, merci Myriam. En fait, c'est ça, je compléterai les propos de Joël. Comment on pourrait donc améliorer, on va dire finaliser ce processus PCI, puis le bonifier, le mettre en valeur, c'est par des exigences de la ville, donc un PGB bien construit, etc. Comme vous l'aviez vu là sur notre échéancier, ça s'en vient pour 2025. Donc ça va nous permettre à la fois de renforcer puis de confirmer tout ce travail en amont du projet fait sur les PCI par quelque chose, donc plan et devis finaux, meilleure coordination renforcée. Puis évidemment, le deuxième point sera, Alexandre nous l'a montré tantôt à la ville de Québec, comment un peu arrimer, organiser la gestion de l'actif, puisque nous sommes quand même propriétaires des bâtiments, il ne faut pas l'oublier. Ce qui nous différencie de certains donneurs d'ouvrages publics. Donc voilà. Merci. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle? Sinon, j'en ai une autre. Là, que oui. Là, il y a des micros. Merci. Juste une question. Donc, vous avez parlé des objectifs, je pense, au début du projet, etc. Moi, juste plus une question stratégique. Donc là, je vois votre projet, en fait, il est orienté intégration du BIM, mais pour l'amélioration de la livraison des projets. Right? Est-ce que vous avez établi des objectifs, je dirais beaucoup plus de transformation, par exemple pour améliorer la qualité de service pour les citoyens, par exemple, l'usage du BIM pour les permis, comment on accélère, par exemple, l'émission des permis de construction, etc. Est-ce que vous avez établi ça? Parce que souvent, le défi qu'on a à Québec, c'est que souvent, on est axé livraison projet, mais souvent, on voit le BIM comme étant un objectif, pas comme étant un moyen. Donc, est-ce que vous avez des objectifs un peu plus stratégiques de transformation? Je pourrais laisser répondre mes autres collègues aussi, là, mais quant à moi, je pense que ça commence déjà par la base. On l'a vu, la base, c'est un projet correctement coordonné. Il ne faut pas oublier que c'est l'argent des citoyens. Donc, nous, on veut utiliser le mieux possible notre argent à tous dans des projets. Donc, ça passe par moins de gaspillage, plus d'efficience. Et après, en effet, c'est sûr qu'il y aura une multitude de possibilités d'usage du BIM. Puis,
On le voit de par la présence de différents services. C'est peut-être plus Mathieu à la grande échelle qui sera confronté aux citoyens, mais c'est l'objectif de tous à terme. Ouais. Oui, puis stratégiquement, c'est dans les plans. Puis dans le plan d'affaires que vous avez vu, il y en a des objectifs et des cibles qui vont sortir à ce niveau-là aussi. Si je pourrais merci pour la question. Ça fonctionne. Dans l'idée d'associer le BIM dans le service de permis, vous avez vu la représentation graphique. Les permis sont émis par les arrondissements. Oui. Et donc, nous, comme instigateurs du BIM Ville de Montréal, il faut amener ces gens-là à adopter et approuver et participer à l'exercice. Et donc, ça devient quand même difficile. Puis, il ne faut pas dire non plus, j'ai participé il y a 2 semaines à un atelier spécifique sur l'émission des permis puis l'accélération des permis sans perdre la qualité au niveau urbain, au niveau architecture. Mais la question de BIM n'était pas là. Parce qu'on 19 arrondissements, 14 villiers. Tout le monde peut travailler comme ils veulent. Sont rois reines dans leur royaume. Il faut les convaincre d'aller vers ce genre d'activité. Et c'est plein d'opportunités pour mieux faire. Oui, exactement. C'est ce que j'aime dire. Tout à fait, exactement. Donc, vu la complexité, ça fait partie des objectifs, mais ils vont peut-être être plus centraux présentement, puis on va déployer éventuellement dans les arrondissements pour les permis. J'ai envie de terminer juste avec une citation qui s'est déroulée lors de l'événement Contec la semaine passée. On a l'architecte Maxime Frappier qui disait que pour vraiment collaborer dans les projets, c'est vraiment important de parler maintenant, d'arrêter de parler au « je » et de parler au « nous ». Et je trouvais que c'était bien à l'image de ce qu'on vit à la ville. Puis il y a aussi le DG de l'OAQ, de l'Ordre des architectes du Québec, Sébastien Desparois, qui a bien parlé des architectes en voulant dire, pour collaborer pleinement, c'est essentiel d'adopter, en contradiction un petit peu avec le rôle, disons, traditionnel de l'architecte qui a la baguette magique, la baguette du chef d'orchestre devant son orchestre, d'adopter une posture d'humilité pour que notre rôle puisse mieux être au service du projet et non nécessairement au service de l'idée de l'architecte. Bref, c'est ce qu'on essaye d'imprégner à la ville, ce niveau de collaboration et de culture, en fait, à changer. Merci. Merci, Myriam Loupani.